Un grand merci Louis pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'être là avec vous et pour parler aujourd'hui de santé sexuelle avec une présentation qui a été co-signée avec Bintou Dembélé qui dirige Arcade Santé Plus au Mali. Et c'est un plaisir de parler de santé sexuelle, qui est une thématique qui est maintenant présente dans la FRAVI depuis quelques éditions, qui est un des sous-titres officiels de cette conférence. Et on va le voir, on en a pas mal parlé au cours de ces 3 derniers jours. Alors en premier lieu, c'est assez classique, hein, mais il faut rappeler que les infections sexuellement transmissibles constituent un enjeu de santé publique. On estime que la chlamydiose, la gonorrhée, syphilis et trichomonas représentent 374 millions de cas par an. L'herpès simplex virus, c'est plus de 500 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans qui sont infectées. Les papillomavirus humains, HPV, sont à l'origine de 570 000 cas de cancer du col de l'utérus en 2018 et représentent plus de 300 000 décès chaque année. La syphilis touchait 1 million de femmes enceintes qui étaient affectées en 2016 et on estime que l'impact sur les enfants représente 350 000 accouchements à issue défavorable. Et puis on constate des accroissements de résistance à certains médicaments, notamment pour la gonorrhée. Alors dans cette conférence, on a parlé des populations qui sont exposées et vulnérables aux IST. C'est le cas des travailleuses du sexe, c'est le cas des homosexuels masculins, c'est le cas des femmes migrantes et des migrants de manière plus générale, c'est le cas des aides ménagères au Mali. Et ce qu'on peut retrouver, c'est que les populations clés du VIH sont aussi des populations vulnérables et exposées aux IST, mais les populations exposées aux IST vont parfois aussi au-delà des populations clés du VIH. En termes de diagnostic et de prise en charge, ça nous a été rappelé dans différentes présentations et en mini-lecture, le diagnostic syndromique ne suffit pas. Il est important qu'on puisse avoir accès à des examens de laboratoire dans les différents pays pour diagnostiquer les IST. On a eu un focus sur la vaccination HPV et sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, notamment sur pour les femmes VIH+. Alors, la FRAVI a aussi une grosse communauté de personnes VIH, mais peut-être qu'il faut qu'on arrive à attirer un petit peu plus les personnes qui sont dans le champ des IST et qui ne sont pas dans le champ du VIH historiquement. On a eu des éléments plus sociaux sur la question des inégalités d'accès aux soins et notamment sur la question du traitement du cancer du col. Des présentations sur des outils numériques d'aide au diagnostic comme OOPS qui nous a été présenté ou encore Hello Ado. Et puis enfin des présentations sur des défis de prise en charge en stratégie avancée avec par exemple l'exemple des condylomes. Alors, la santé sexuelle pour nous qui venons du VIH, elle est revenue en particulier avec les essais PrEP, puisque les grands essais PrEP, alors je pense à Hypergay Prévenir en France, à CoMSM en Afrique de l'Ouest, ont montré l'incidence élevée des IST dans les populations de personnes qui étaient incluses dans les essais PrEP. Elle a montré la nécessité de rajouter une offre élargie en santé sexuelle dans ces essais ou dans ces programmes de prise en charge PrEP aujourd'hui et ont mis aussi en évidence l'importance de l'accompagnement communautaire. Mais et ce qu'on peut voir, c'est que les besoins en santé sexuelle, ce n'est pas uniquement les populations touchées par la PrEP. Il y a des personnes pour qui la PrEP n'est pas pertinente ou qui ne souhaitent pas la prendre et qui ont aussi des besoins en santé sexuelle et reproductive. Et puis, les personnes vivant avec le VIH ont elles aussi des besoins en santé sexuelle. Et donc du coup, et je crois que je l'avais déjà dit il y a 2 ans et il y a 4 ans, il est essentiel de penser des offres en santé sexuelle dans laquelle on met la PrEP, mais non pas des offres de PrEP dans lesquelles on met de la santé sexuelle. Notre point d'entrée de plus en plus, maintenant qu'on est dans le passage à l'échelle, doit être la santé sexuelle. On a aussi évoqué la question de la santé anale, et déjà il faut rappeler que 25% des cancers qui sont liés à HPV touchent des hommes, et HPV peut aussi favoriser des cancers de l'anus, du pénis et certains cancers de la sphère ORL. Or, il y a un tabou autour de la sexualité anale, y compris chez les homosexuels masculins, comme ça nous a été rapporté pendant la conférence. Et puis la santé anale, c'est pas simplement une question d'homosexuels masculins, ça touche aussi des femmes et ça touche aussi des couples hétérosexuels, avec de multiples complications possibles, saignements, fissures, condylomes ou infections. Si on revient rapidement sur la vaccination HPV, et je vais prendre le cas français, en 2006, elle a été autorisée dans l'Union européenne, elle a été du coup proposée aux jeunes femmes de 6 à 26 ans.
il faut attendre finalement assez récemment pour qu'elle soit élargie aux garçons en France. Elle est recommandée en 2019 par la HAS pour les garçons. Elle est remboursée par la Sécurité sociale seulement depuis 2021 pour les garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans, voire jusqu'à 26 ans pour les homosexuels masculins. Alors, d'une part, c'est bien qu'on vaccine les garçons, parce que dire qu'il faut vacciner les homosexuels masculins jusqu'à 26 ans, c'est un peu tardif. Et entre 10 et 14 ans, la majorité des personnes ne savent pas encore quelle sera leur sexualité. Et donc, du coup, il y a un intérêt à une vaccination universelle. Mais surtout, on commence à réaliser que vacciner les garçons, ça protège aussi les jeunes filles. Et ça nous rappelle que la santé sexuelle, c'est aussi une problématique sociale et une problématique de genre. Les normes sociales et les tabous autour de la sexualité agissent comme des contraintes et limitent la parole, et ça a été repris par plusieurs intervenants. On voit un lien fort entre précarité sociale, vulnérabilité et exposition au risque. Le rapport au corps et les représentations de soi, et je pense notamment à la magnifique présentation de Valentine Becquet hier, influent sur l'accès aux soins et sur l'acceptabilité de l'offre de santé, et on ne peut pas dissocier les questions sociales et de genre si on veut penser nos programmes de santé. Il faut aussi prendre en compte les violences sexuelles et les violences basées sur le genre et les vulnérabilités spécifiques des jeunes femmes dans les programmes. Si c'est important, et on a vu en Afrique australe beaucoup de programmes qui visent les adolescentes et les jeunes femmes, on oublie un peu trop souvent les hommes. Or, il faut arrêter que la charge mentale de la santé repose uniquement sur les jeunes filles. Si on veut faire évoluer les représentations de genre sur le moyen et long terme, il faut qu'on inclue les garçons, et il faut que les garçons se sentent aussi responsables de la question de la reproduction et de la question de la prévention. Et ça nous amène au fait que la santé sexuelle, c'est aussi la santé reproductive. Ça le fait partie, la santé sexuelle, et il ne faut pas qu'on pense la santé sexuelle comme une extension de la santé reproductive, mais qu'on réintègre la santé reproductive de manière plus globale dans la santé sexuelle. Et un rapport du FNUAP qui est sorti il y a moins d'une semaine rappelle que dans le monde, une grossesse sur 2 est une grossesse non désirée. Encore trop de personnes ont un faible accès à la contraception, ça nous a été rappelé notamment dans le cas du Liban. Mais pour les populations qui sont concernées par la reproduction et qui ont des besoins en santé reproductive, il ne faut pas qu'on multiplie les guichets, et c'est pour ça qu'il faut que, quand ça soit pertinent, on puisse intégrer santé reproductive au sein des approches de santé sexuelle. En France, les CJD avaient été l'occasion de rapprocher dépistage des IST, dépistage du VIH, mais on n'a peut-être pas fait suffisamment encore pour rapprocher CJD des plannings familiales. Il y a des choses qui existent, mais on peut probablement faire mieux. Et en Côte d'Ivoire, dans le cas de l'essai-princesse, le travail préliminaire avait montré à quel point il était important d'intégrer aussi cette dimension de santé reproductive, mais aussi la gestion des menstruations. Et je tiens à rappeler que le facteur principal d'absentéisme scolaire en Afrique des jeunes filles adolescentes, c'est l'absence de solutions pour la gestion de leur menstruation, et donc elles restent à la maison les jours où elles ont leurs règles. Et il n'est pas inintéressant de revenir sur la définition de la santé sexuelle de l'OMS. Elle nous rappelle que la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Et donc ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Cela nous rappelle que la santé sexuelle est aussi un droit, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre et quelles que soient ses pratiques sexuelles, tant qu'elles sont entre personnes adultes consentantes. C'est le droit à ne pas être victime de rapports sexuels contraints. C'est le droit à choisir quand avoir ou ne pas avoir des rapports sexuels. C'est le droit à avoir une sexualité épanouie, et c'est aussi le droit au plaisir. Et la question du plaisir sexuel est trop souvent l'angle mort des recherches, puisqu'on a trop tendance à faire le focus sur les pratiques sexuelles à risque et à penser toujours en termes de transmission du VIH. Moi, j'ai été adolescent dans les années 90 et mon entrée dans la sexualité, elle est marquée par attention au VIH, attention aux IST, mais à aucun moment on peut parler du plaisir de rencontrer, du plaisir d'être amoureux ou du plaisir que l'on peut avoir dans ces pratiques. Même si on pense aux travaux sur l'homosexualité qui se sont beaucoup développés, on l'aborde principalement sous l'angle du VIH.
on a beaucoup de travaux sur les personnes multipartenaires, on a beaucoup de travaux sur les personnes en besoin de PrEP, mais on a peu de travaux sur la diversité des pratiques homosexuelles. On a une toute nouvelle enquête qui est prévue sur la sexualité en France et on ne peut que s'en réjouir. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore vu de grande enquête sur la sexualité en Afrique. On a des enquêtes sur les pratiques à risque en Afrique. Dans cette conférence à Fravi, on nous a rappelé, on a au moins abordé la vie sexuelle et affective des PV-VIH en Guinée, ou encore l'évolution du plaisir et la PrEP chez les HSH en France. Alors, le plaisir sexuel est souvent un angle mort, mais alors, encore moins visible, on peut parler du plaisir sexuel des femmes. Juste pour rappeler, lorsqu'on a commencé à mettre en place des programmes sur la circoncision masculine, on a vu beaucoup d'études pour vérifier que ça n'allait pas atteindre le plaisir sexuel des hommes. Par contre, quand on prend les travaux sur les anneaux vaginaux, on a finalement assez peu, ou alors c'est pas très visible, de travaux sur qu'est-ce que ça pourrait induire en termes de plaisir sexuel pour les femmes. Et en fait, ça renvoie finalement aux normes de genre dominantes, mais de manière générale, le plaisir sexuel ou même l'anatomie des femmes est moins étudiée que chez les hommes. Et on peut rappeler par exemple les travaux de l'urologue australienne Helen O'Connell sur l'anatomie du clitoris en 98-2005. Alors, elle n'est pas la première à travailler sur le clitoris, c'est peut-être la première femme à avoir des travaux aussi visibles. Et il est étonnant qu'il faille attendre 2016 pour avoir une représentation 3D du clitoris qui vous est représentée sur cette photo, pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on voit, et qui est entrée dans les manuels scolaires en 2017. Mais voilà, c'est que maintenant qu'on a cette image-là, on se dit c'est étonnant. Et puis, il y a encore une proportion élevée et extrêmement élevée de jeunes femmes qui ont de mauvaises connaissances de leur anatomie ou de leur cycle menstruel. Et l'éducation à la sexualité, comme je disais, est trop souvent centrée sur les risques infectieux, sur la contraception, mais non pas sur la connaissance de soi, du corps, de ses désirs et de ses envies. Il faut aussi rappeler la question des mutilations génitales féminines. C'est plus de 200 millions de victimes dans le monde. En France, on estime que c'est environ 125 000 femmes qui naissent en France, qui vivent en France, dont 38 000 femmes qui sont nées en France et qui sont victimes de mutilations génitales féminines. Et encore, ces mutilations sont souvent sous-diagnostiquées. Parfois, même les femmes ni les médecins ne savent que les personnes ont été victimes de mutilations génitales féminines. Et c'est une violence aux complications multiples, perte de plaisir, rapports sexuels douloureux, douleurs, hémorragie, infections, accouchements difficiles, voire même dans certains cas extrêmes peuvent provoquer le décès ou le décès d'un enfant. Les complications associées aux mutilations génitales féminines ont d'ailleurs été abordées dans un des posterds discutés, et c'est aussi une violence qui a de grandes conséquences psychologiques. Ce que l'on voit, c'est que la santé sexuelle est un objet multiple. On parle des IST, de santé anale, de santé mentale, de bien-être, santé de la reproduction, questions sociales, normes tabous, droits humains et sexuels, problématiques de genre, lutte contre les discriminations et violences, droit au plaisir et une vie sexuelle épanouie. C'est donc un objet à plusieurs têtes et c'est toutes ces têtes-là qu'il faut que l'on aborde dans nos conférences. Alors, quelles pistes d'action pour améliorer ce qu'on peut faire en santé sexuelle ? La première chose, c'est déjà de développer un environnement favorable par la promotion d'actions qui visent des changements structurels et sociaux. On sait que ces changements-là, ils ne se feront pas en 2-3 ans, ils vont nécessiter 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on doit les mettre en place, on doit avoir une communication de masse, on doit continuer le plaidoyer contre les législations qui discriminent les personnes en raison de leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur pratique sexuelle. Cette question du droit humain, alors on la répète depuis 40 ans dans le VIH, mais on doit encore la rappeler. Il faut promouvoir une éducation aux sexualités au pluriel, pour toutes et pour tous, qui soit ni jugeante ni stigmatisante, dans le respect des identités de chacun et de chacune et qui ne considère pas uniquement les risques infectieux. Il faut lutter contre les inégalités fondées sur le genre et appuyer les programmes allant dans ce sens. Et donc, les programmes structurels sont aussi une part de la réponse. Et puis, il faut aussi former les professionnels de santé de manière générale aux questions de santé sexuelle et à la diversité des sexualités. On va voir qu'on peut faire des choses dans des cliniques de santé sexuelle, mais on doit aussi avoir un accueil le plus favorable possible dans les structures grand public. Et donc, il faut bien sûr développer des offres en santé sexuelle accessibles et adaptées à toutes et à tous, en privilégiant une approche holistique de la santé qui inclut les différentes dimensions de la santé sexuelle, et donc sortir d'une vision en silo par pathologie pour penser plutôt les besoins des populations auxquelles on s'adresse. En population générale, et notamment par rapport aux jeunes, il faut combiner santé sexuelle et santé reproductive. On ne va pas multiplier les guichets de consultation. Et il faut inclure les hommes si on veut faire évoluer les normes de genre. Et pour améliorer la santé des jeunes femmes, il faut intégrer les jeunes hommes dans les programmes de prévention et de santé reproductive.
Et puis enfin, pour les populations vulnérables, notamment travailleuses du sexe, homosexuels masculins et autres populations, on peut s'appuyer sur les cliniques communautaires de santé sexuelle qui permettent de combiner à la fois une prise en charge clinique et un accompagnement communautaire. Et on a eu quelques exemples au cours de cette conférence à Marseille. Alors déjà, on va commencer localement avec le spot de aide à Marseille que certains d'entre vous ont dû visiter hier soir, qui propose à la fois un dépistage VIH, hépatite, IST, la PrEP, un accompagnement communautaire, des consultations d'addictologie, en psychologie, en sexologie, des consultations sociales, qui s'intéressent au parcours de transition pour les personnes trans, l'accompagnement et la prise en charge du VIH et du VHC, et l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Et donc on est sur une offre qui est élargie, qui est multidisciplinaire, avec à la fois des médecins spécialisés sur ces différentes dimensions et surtout un accompagnement communautaire par des pères éducateurs et des pères éducatrices. On peut évoquer les cliniques mobiles du projet Princesse porté par Aprosam à San Pedro. C'est un suivi chronique à destination de travailleuses du sexe qui pour une fois inclut les VIH+, les VIH-, celles qui ont une hépatite B et celles qui n'ont pas l'hépatite B. Et c'est un camion mobile qui offre tous les soins de santé sexuelle directement sur des sites de prostitution avec une équipe composée d'un médecin, technicien de laboratoire, mais également de pères éducatrices. Et qui s'intéresse également à la contraception, à la prise en charge des menstruations et au dépistage, au test de grossesse tous les 3 mois. Pour revenir en France, et en s'intéressant aux populations de migrants, on peut citer le programme Macassi qui est porté par Afrique Avenir et Arcat en Ile-de-France, qui est une intervention innovante mise en place dans la rue, sur les lieux de passage, gares, sorties de métro, pour aider les personnes précaires originaires d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes à connaître et à utiliser les ressources sociales et de santé disponibles. Car il ne suffit pas simplement d'avoir des offres de santé, encore faut-il que les personnes puissent accéder à ces offres-là. Et c'est une intervention assurée par des professionnels, des médiatrices de santé et des assistantes sociales, avec des entretiens et une orientation active vers les services sociaux de santé adéquates. Enfin, pour revenir en Afrique, je ne peux que citer la clinique des Halles, portée par Arcade Santé Plus à Bamako, parmi les nombreux exemples de cliniques de santé sexuelle, qui avait commencé en 2010 avec simplement l'information, la sensibilisation des kits de prévention autour du dépistage et traitement des IST et l'accompagnement communautaire, et qui s'est élargi avec aussi des projets de recherche qui ont été menés. C'est une des cliniques du projet COMSM, avec maintenant des consultations proctologiques pour la santé anale, pour les AHSH, mais également pour les travailleuses du sexe, le dépistage et la vaccination de l'hépatite B, une offre de PrEP, le dépistage du cancer du col, des services diversifiés de contraception et des ateliers de santé sexuelle et un accompagnement aux violences de genre. On le voit dans ces différentes offres, l'accompagnement communautaire est essentiel et le rôle joué par les pères éducatrices et les pères éducateurs doit être reconnu à sa juste valeur. On a vu que ces offres communautaires permettaient d'améliorer l'accès aux services de dépistage et de prévention et de soins des populations clés, sauf que leur statut et leur rôle est insuffisamment reconnu, insuffisamment valorisé, et ça pose la question de leur rémunération et de leur juste indemnisation, qui n'est pas toujours prise en compte dans le financement des programmes de santé. Il faut mentionner l'appel de Marseille de cette conférence à Fravie, qui porte justement sur l'importance de la santé sexuelle et qui demande à mettre en place les moyens nécessaires pour que chacun et chacune puisse bénéficier de son droit en santé sexuelle, en promouvant des actions qui visent des changements structurels et sociétaux et qui visent aussi à amplifier les offres de santé sexuelle à destination communautaire. Et si vous n'avez pas encore signé l'appel de Marseille, vous pouvez toujours le faire sur le site de la Fravie. Annabelle Desgrès-Dulou et Marie Préau nous ont fait une magnifique mini-lecture sur l'empowerment en santé sexuelle et qui nous rappelle que la santé sexuelle, ce n'est pas simplement un problème d'offre, mais c'est aussi un ensemble d'éléments qui entravent la capacité des personnes à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits. Le pouvoir d'agir implique en effet la possibilité de choisir, la capacité à décider en fonction du choix que l'on a fait et la capacité à agir en fonction de sa décision. Et donc le processus d'empowerment représente un changement. C'est le fait de pouvoir exercer sa capacité à faire des choix dans un contexte qui prive de cette possibilité. L'élément central du processus d'empowerment, c'est la participation des populations qui sont visées. Et c'est par la participation des populations elles-mêmes que chaque personne prend conscience de ses compétences, de ses connaissances, acquiert l'estime d'elle-même nécessaire pour se sentir autorisée et légitime à décider pour elle-même, puis à agir en fonction de ses décisions. Pour conclure, la santé sexuelle
inclut la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. C'est un élément essentiel de la réponse, mais elle n'est pas que la prise en charge des IST. Elle est multidimensionnelle et vise un bien-être à la fois physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. C'est un droit, quelles que soient ses identités, quelles que soient ses pratiques. Elle nécessite un environnement favorable, légal et sociétal, des offres accessibles et adaptées, ni jugeantes et ni discriminantes, et incluant un accompagnement communautaire pour les populations les plus vulnérables. Je vous remercie de votre attention.